Ah ben, figure-toi, je reviens des Alpes, en fait. Chamonix. Ah ouais? Ouais, j'étais un peu au-dessus de Chamonix, en fait. Un petit village qui s'appelle Valorcine, et puis sur la gauche, il y a un petit chemin qui monte comme ça, dans les montagnes, jusqu'au refuge de la Pierre à Bérard. Et j'y vais beaucoup, hein, j'adore ce coin-là. Et figure-toi qu'à chaque fois que j'y vais, eh bien, on voit le recul des glaciers. C'est impressionnant. Oui, bah écoute, moi cet été, j'étais au Tyrol. Et donc on est monté sur des sommets là, qui sont au-dessus de 3000 là, et en général il fait 2-3 degrés, et là il y en avait 12 quoi, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. 12 degrés, bah oui. Le monde change, hein. Ouais. Ah ben je vois qu'ils ont tout prévu là. Ah bah c'est chouette. On se croirait chez moi. Bon bah vu que c'est là. Ouais. Et ils se sont pas foutus de notre gueule, hein. On est bien accueillis quand même. On n'est pas encore là? Bien, non. Ouais. Par contre, j'ai trouvé j'ai écouté ça sur le trajet et je l'ai enregistré. Un truc que tu devrais voir, enfin, tu devrais écouter. C'est assez révélateur de notre époque. Attends, je le cherche. Oui, vas-y. Ah, ça y est. Voilà. Je m'occupe de ça ici. Intéressant cette thermomètre thermique, non? Oui. Il est évident qu'on est dans un cycle de réchauffement, ou un épisode chaud dans une longue période de refroidissement. Comme la planète est coutumière de ces cycles en fonction des petits changements d'inclinaison de notre boule par rapport au Soleil. Quelques degrés de plus ou de moins qui font des dégâts immenses pour les êtres vivants de notre planète. Il ne faut pas rigoler. Les études scientifiques et le GIEC le prouvent. Il ne s'agit en aucun cas d'un cycle naturel géologique, mais bien d'un cycle anthropique. Et admettons même que des milliers de scientifiques qui étudient la question se trompent. C'est peu probable, mais admettons. La pollution des mers, de la terre et des milieux naturels est une réalité visible à l'œil nu. Le biocide également. La surexploitation des ressources naturelles, géologiques et fossiles, avec toutes les pollutions que ça implique aussi. Alors peut-être que le réchauffement climatique est de la science-fiction, et c'est votre droit d'en douter, c'est d'ailleurs le premier pas vers la démarche scientifique. Mais tout le reste est à résoudre. Et d'ailleurs, un certain nombre de solutions sont en même temps bonnes pour le climat, pour la pollution et pour diminuer la dépendance aux ressources fossiles. Donc, si vous ne voulez pas faire d'efforts pour le climat, faites-le pour le reste. Vous ferez plaisir à tout le monde. Nous pouvons faire tout et tout. Les humains ne changeront rien de sérieux. Perso, je déplace beaucoup en vélo électrique, mais ça ne changera rien. Ne pas polluer est important. Question de respect et d'éducation. Respecter la nature et tous les êtres vivants sensibles. Même pour la nourriture. Le fatalisme est une chose. Mais quand je pense à mes enfants et aux générations suivantes, je me dis tous les jours qu'il en va de ma responsabilité de tout faire pour ne pas aggraver leurs conditions de vie future. Je suis sans doute en tout rêveur. Mais je me dis que si au-delà de toute polémique, chacun pourrait faire de même, l'humanité refait un grand pas. Oui, respecter la planète et ses êtres vivants. Le bien-être animal est très important pour moi. Polluer le moins possible, mais vivre, bouger et profiter, sans culpabiliser. Je fais confiance aux générations futures pour trouver des solutions. On n'est qu'au début de l'évolution et du progrès. La fuite en avant technologique, terrible illusion qui nous dédouane trop facilement de faire des efforts. L'important est de vivre à fond ici et maintenant. Le passé est derrière et le futur est devant, comme disait Pierre Dac. Et surtout sereinement et sans stress. La vita est belle. Il date de quand ton enregistrement là? Enfin, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, c'était ok. au retour là. Donc c'est un mauvais micro alors. Hein, ouais, bah écoute, c'est interpellant, hein, donc voilà. Mais elle est toujours en retard comme ça ou... Oui, elle a cette réputation là. Ah, écoute, j'entends du mouvement là. Ah, il y a quelqu'un qui court. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes déjà arrivé? Ben oui. Ça a été la route? moi j'étais à côté. Un peu Vous avez trouvé compliqué. du parking, pas trop d'embouteillage, tout Un va peu bien? compliqué avec les tambours, mais... D'accord, voilà. d'accord. Moi j'étais à l'hôtel donc. Excusez-moi pour le retard. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Eric. Non, c'est lui, Yvain. Eric. Eric et Yvain, bonsoir. Ravi d'être là et nous vous accueillons aujourd'hui dans notre émission pour parler de cette œuvre pour le moins atypique. Une œuvre intitulée Anas Memory. Alors c'est une œuvre créée pour orchestre, chœur, soliste, conteuse, voix off. Alors ça fait beaucoup de monde tout cela. Eric, vous êtes le compositeur de cette œuvre. Dites-nous un petit peu combien cela représente de monde sur scène. Alors ça fait du monde, donc on a 5 percussionnistes, on a un pianiste, on a un guitariste, on a une harpe, on a 3 trombones, on a un tuba, on a 3 trompettes, on a 4 corps, on a 2 bassons dont le second fait aussi contrebasson, on a 3 flûtes dont la troisième fait aussi la flûte piccolo, on a 2 hautbois plus un cor anglais, on a 2 clarinettes avec une troisième une clarinette basse, on a 16 violons, on a 5 altos, on a 7 violoncelles, on a 2 contrebasses, on a évidemment un chef d'orchestre, on a une conteuse, on a 3 solistes, on a 65 choristes et on a, tout le monde aussi bien en régie là-bas qu'en régie derrière sur le plateau, petite dizaine de régisseurs, donc ça représente quand même à peu près 130 personnes sur la scène. D'accord. On n'est pas donc là pour un concert de musique de chambre, je crois. Pas ce soir. D'accord, pas ce soir. Yvain, excusez-moi, donc je ne vous ai pas présenté. Vous êtes ce qu'on appelle un librettiste. Vous êtes le librettiste de cette œuvre. Alors, librettiste, en quelques mots, Yvain, qu'est-ce que c'est ? Le librettiste, c'est celui qui écrit les paroles, qui a écrit les paroles de ce spectacle. Donc, ici, dans notre cas de figure, on a la conteuse, la voix off, les solistes, les chœurs, et puis j'ai oublié quelque chose, là ? Non, à peu près tout. Non, c'est bon. D'accord. Donc, le librettiste, il écrit les paroles, le compositeur, il écrit la musique. Ensemble, vous allez mettre tout ça ensemble, justement. En musique. Et en musique. Et justement, il y a une question que je me pose et que je me posais, je suppose que tout le monde se la pose ici, c'est comment vous est venue l'idée de cette œuvre Anas Memory, Yvain ? Alors, c'est bien simple. On avait 1 ou 2 bouteilles de vin et un verre et on a fait un pari. Voilà. Un pari ? Oui. Ça nous arrive de temps en temps. Moi et Eric, on se connaît depuis longtemps. Donc, et on a tendance à ne pas, nous brider notre créativité. D'accord. Eric, l'idée de cette œuvre, vous complétez un petit peu Oui, en fait, il faut savoir qu'on est tous les deux dans l'orchestre Terra Nova depuis 1995. Et donc, c'est un orchestre qui a été créé entre 89 et 90. Et donc, à l'origine, on voulait créer une œuvre originale pour les 30 ans de cet orchestre, donc c'est-à-dire 2020. Et on ne voulait pas juste créer une pièce musicale, on avait envie de donner un sens, de regarder un peu ce qui se passe autour de nous et de faire quelque chose d'un peu particulier pour l'occasion. Et donc c'est vrai, à l'époque, quand on a conçu l'œuvre, on ne savait pas que l'actualité sanitaire allait nous faire autant de publicité, finalement. Donc, alors c'est vrai que cette œuvre, elle a été reportée 3 ou 4 fois, elle a été annulée, tout ça, mais là, finalement, on est là ce soir avec vous et on est très content de ça. D'accord. Alors, Eric, Yvain, il y a une question que je me pose également. Quand il s'agit d'une collaboration, comme c'est le cas pour Anas Memory, qui commence ? Qui propose d'abord quelque chose ? Les textes, la musique, Eric, qui commence ? Alors, pour faire un cas simple, je vais prendre le cas d'une chanson, qui est quand même une musique beaucoup plus simple que ce que vous allez entendre ce soir. Je peux très bien recevoir un texte d'un auteur et puis essayer de créer la musique qui est dessus, en fonction du texte, en fonction de l'histoire, en fonction des émotions que le texte me procure. Mais l'inverse peut arriver aussi. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux faire une mélodie, je peux faire des ambiances sonores, confier ça à un auteur qui, lui, va avoir la même démarche. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent. Comme Yvain l'a dit, on a commencé à discuter de cette pièce. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, on s'est créé notre fil rouge. C'est-à-dire qu'on savait plus ou moins où on allait aller et on a travaillé en parallèle. Donc ça veut dire qu'à plusieurs moments, donc moi j'écrivais la musique, j'avais une partie des textes, à un certain moment après où je pensais avoir fini l'écriture de cette pièce, il me semblait qu'il manquait quelque chose dans le milieu d'un point de vue équilibre. En fait, quand je l'écoutais, je me dis, il y a un truc qui manque là au milieu. Donc j'ai dit à Yvain, voilà, il manque
il me faut du texte parce qu'il me manque un bout. Donc j'ai recréé un bout, vous allez entendre ce soir. Et encore cet été, parce qu'il faut savoir que cette pièce, elle a été en gestation depuis longtemps. Elle a été écrite en 2019. Et puis, au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure du temps qui passe, la réflexion continue à opérer. Et donc, je me suis retenu de tout modifier pendant ces 3 ans. Mais là, cet été, j'ai craqué. Et j'étais sur une plage en Normandie. Tout allait bien. Donc, c'était pas les Caraïbes, c'était juste la Normandie. Mais comme quoi, ça peut être très inspirant. Et je me dis, OK, cette fois-ci, c'est la bonne. Je crois que tous les problèmes de crise qu'on a pu connaître sont derrière nous. Et toutes mes petites envies que j'ai eues, je les ai mises en musique. Et encore cet été, j'ai dit à Yvain, écoute, j'ai un truc, il me faut que tu me sortes une phrase en latin, parce que j'ai envie de mettre ça à un certain moment dans un mouvement qui n'existait pas avant. Donc voilà. Donc ici, ça a vraiment été un travail en parallèle. Et ça va me faire des droits d'auteur supplémentaires, c'est pratique. Hein. Et comme Yvain, vous maîtrisez le latin sur le bout des doigts, ça vous a posé aucun problème? On va dire ça, oui. D'ailleurs, à ce propos, l'écriture, je voulais vous poser la question, Yvain, comment s'est passé le processus d'écriture des textes? Parce que je crois avoir compris qu'il y a des paroles pour le chœur, il y a des paroles pour les solistes, mais il y a également des paroles pour la conteuse et en plus la voix off. Alors, c'est quoi le concept? Alors, le concept, c'est qu'évidemment, on parle d'Anna's Memory, donc on va parler d'Anna, sa mémoire, et donc la conteuse et la voix off, c'est en fait Anna. Conteuse, c'est-à-dire en direct pour sa vie sur Terre finalement, et puis on verra ce qui se passe par la suite où elle sera en voix off. Donc ça, c'est déjà un premier niveau finalement qui sont des paroles non chantées, on les compte, on les narre, ça c'est première chose. Deuxième chose, à un moment donné, on monte d'un niveau, les solistes en fait représentent un peu les rêves d'Anna, son côté onirique, et donc là on est plus dans une écriture poétique si vous voulez. Et puis alors il y a le troisième niveau, les chœurs. On a dit tout à l'heure que c'était en latin. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré des paroles du Requiem, et en fait on l'a juste un peu adapté dans le sens où toutes les références à Dieu ont été supprimées, ont été remplacées par des références à la terre. Voilà un peu le concept général. D'accord. Facile de travailler là-dessus, Eric? Les textes d'Yvain? Je peux avoir un joker ou l'avis du public? Il y a un volontaire? Non. En fait, c'est pas facile, mais je vais vous expliquer. C'est pas tout à fait de sa faute. Tant mieux. En fait, quand on crée une pièce musicale, on se base sur des émotions. Donc j'ai une idée, j'ai des émotions. En tant que compositeur, je dois traduire ces émotions en notes, et puis je la confie aux interprètes. Les interprètes vont aussi prendre le message et vont l'interpréter aussi en fonction de leur vécu, de leur vécu culturel, émotionnel. Et ils transmettent ça à un troisième groupe de personnes qui sont les auditeurs. Donc c'est vous ce soir. Donc c'est-à-dire que moi, si dès le départ, je n'ai pas bien traduit mes idées en émotions, que l'interprète n'a pas très bien compris ce que je voulais dire et met lui-même, je veux dire, son émotion dedans, et que finalement l'auditeur va aussi, en fonction de son vécu, de son humeur du jour ou ce genre de choses, va encore interpréter de manière différente. Donc la transmission du message peut vraiment être altérée. Et ça c'est quand on est une seule personne. Alors quand on a une deuxième personne, qui écrit en latin, qui écrit en français et tout ça, il faut s'y retrouver, il faut décoder ses émotions, aller chercher dans ce qu'il dit ce qui correspond aux miennes pour que je garde mon identité dans la musique qui est écrite et pouvoir transmettre ce message jusqu'aux auditeurs sans que ce soit trop compliqué. Donc non, c'est pas du tout un travail facile. D'accord, merci Yvain. Mais de rien, avec plaisir. Alors on est impatient de rencontrer Anna, mais Anna, c'est qui au juste? Vous pouvez nous dire de qui il s'agit, Yvain? Est-ce que c'est un personnage fictif, réel, personne de votre famille? Qui est cette Anna? Alors Anna, c'est comme tout auteur dirait, je veux dire, on met toujours un peu de soi-même dans ce qu'on écrit. Bon, je ne m'appelle pas Flaubert non plus, je ne vais pas jusqu'à dire que je suis Anna ou Madame Bovary, mais effectivement, je veux dire, il y a beaucoup de moi dans Anna. Il y a aussi les gens qu'on rencontre, les gens qu'on observe même au café, je veux dire, ou qu'on écoute discrètement, on boit soi-même son café ou son petit verre de vin, voilà. C'est un peu monsieur et madame tout le monde, c'est un peu chacun de nous qui sommes ici. C'est en même temps nous-mêmes, c'est moi, D'accord. Enfin, je pense avoir créé un personnage assez universel finalement. D'accord. Alors,
une chose m'a interpellée également. Vous avez présenté ce projet intitulé Anna's Memory avec un sous-titre Requiem pour la Terre. Mais au téléphone, en préparant cette émission, vous m'avez dit également qu'il s'agissait d'une décréation. Alors, Requiem, décréation, est-ce que le fruit de votre collaboration, vous aurez déjà divisé à ce niveau-là quelque peu? Éric. Alors, moi, je tenais à ce terme Requiem. Donc, un Requiem, c'est une messe pour les défunts. Et d'ailleurs, Requiem, c'est d'ailleurs le premier mot de la phrase Requiem aeterna dona eis. Donc c'est comme ça que commencent les Requiem. Et en général, quand on écrit un Requiem pour quelqu'un, cette personne n'est plus là. Ici, Requiem pour la Terre, en même temps Requiem pour Anna. Anna, elle va quitter la Terre. Elle quitte ses amis, elle quitte ses habitudes, elle quitte sa maison, son foyer, et elle part vers de nouvelles aventures. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, si ça va être positif, si ça va être négatif, si elle va trouver le salut, est-ce qu'elle va trouver pire ou mieux, on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle ferme la porte sur sa vie sur Terre. Et donc je trouve qu'elle a une chance énorme parce qu'elle peut avoir un requiem rien que pour elle, en ayant une deuxième vie après. Donc je trouvais ça assez sympa et moi je tiens à ce terme. Oui. D'accord. Et comment vous défendez la décréation, alors Yvain? C'est bien simple, parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin si, d'une certaine façon, j'ai pensé à la Genèse. Et donc là, je veux dire, finalement, en me disant, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on vit sur Terre à l'heure actuelle, c'est quand même une décréation. Décréation dans le sens où finalement, on est en train de... Bonjour. Ah là là, je suis pas à l'heure là. Qui est cette personne?